Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le chef du gouvernement Saad Al-Athmani dément d'une manière catégorique les allégations et les rumeurs véhiculées au sujet de l'abandon de la gratuité de l'enseignement. C'était lors du conseil de gouvernement tenu ce jeudi à Rabat. Une seconde table ronde à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain a débuté cet après-midi au château Le Rosey, à proximité de Genève. Une seconde table ronde avec la participation d'une délégation marocaine aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. Également au menu de ce journal, cette exposition sur la présence chrétienne au Maroc, une présence sous le signe du vivre ensemble. Elle jette la lumière sur les valeurs de tolérance et de coexistence prônées par le royaume, avec des documents très rares et présentés pour la première fois. Dans ce journal, nous vous proposerons également une immersion dans le musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc, où le patrimoine hydraulique du royaume est mis en avant. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Al-Athmani. Au début de ses travaux, le chef du gouvernement a démenti d'une manière catégorique les allégations et les rumeurs véhiculées au sujet de l'abandon de la gratuité de l'enseignement. Saad Al-Athmani a affirmé que le gouvernement a avancé, je cite, autant que possible en termes de réforme du statut des cadres enseignants. Les développements tout de suite avec Boubkar Ben Rabret. Le choix du recrutement régional est irréversible et ce, conformément à la politique de la régionalisation avancée et à la charte de la déconcentration administrative dont la mise en œuvre a déjà commencé, à souligner le chef du gouvernement. Tout en rassurant les parents et tuteurs des élèves, Saad Al-Athmani a ajouté que le gouvernement s'attelle, à travers le ministère de l'Éducation nationale, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les élèves puissent poursuivre leur année scolaire de manière normale et afin de garantir la continuité du service public dans les meilleures conditions et que le gouvernement ne manquera guère à ses responsabilités. Le chef du gouvernement a tenu à remercier l'ensemble des cadres de l'éducation et de la formation qui travaillent inlassablement pour accomplir leurs devoirs, en prenant en considération l'importance cruciale de ce secteur stratégique. Il n'y a aucune intention ni réflexion ou débat sur l'abandon de la gratuité de l'enseignement. Au contraire, l'État ne cesse d'augmenter d'année en année le budget alloué à ce secteur. Le budget du programme Taysir a connu à lui seul une hausse de 1,5 milliard de dirhams en une année. Le chef du gouvernement a rappelé l'instauration de l'obligation de l'enseignement pour les enfants âgés entre 4 et 16 ans. Le chef du gouvernement a appelé tous ceux qui sont à l'origine des allégations et rumeurs véhiculées au sujet de l'abandon de la gratuité de l'enseignement à cesser de véhiculer ces rumeurs qui portent atteinte au pays et aux services publics et qui créent la confusion chez les citoyens. Le Conseil de gouvernement a approuvé des projets de loi et de décrets et adopté 2 conventions internationales. Une seconde table ronde à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain a débuté cet après-midi au château Le Rosey à Bursine, à proximité de Genève, avec la participation d'une délégation marocaine aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. La délégation marocaine conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, comprend M. Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région de la Youn Saqia al-Hamra, M. Yinjal Khattab, président de la région d'Akhlaouat Dahab, et Mme Fatima Al-Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de la ville de Smara. Cette deuxième table ronde se tient conformément aux dispositions de la dernière résolution 2440 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2018 et qui stipule que la finalité du processus politique est de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable qui repose sur le compromis. Cette même résolution encourage tous les participants à ces tables rondes, le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie, à travailler de manière constructive avec l'envoyé personnel dans un esprit de compromis tout au long de la durée du processus de sorte qu'il aboutisse.
En effet, donc, une seconde table ronde a débuté cet après-midi au château Le Rosey, à proximité de Genève, avec la participation d'une délégation marocaine aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. Le Royaume aborde ce dialogue avec un état d'esprit positif et très serein. Nadia Moudden, Amin Sharkawi et Nisri El-Hamdawi. Le Royaume du Maroc prend part à ces tables rondes avec sérénité, un esprit positif et une forte confiance en le processus onusien. Celui-ci se réfère à la résolution 2440 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2018. Une résolution qui préserve tous les acquis du Maroc, comme la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, le caractère sérieux et crédible des efforts du Maroc et l'appel à l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, dans l'ouest algérien. Cette même résolution incite tous les participants à ce dialogue à travailler de façon constructive avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, M. Horst Köhler. Elle les encourage également à montrer un esprit de compromis tout au long du processus, de sorte à parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable. La position algérienne demeure confuse et pleine de contradictions. Au moment où, devant les Nations Unies, l'Algérie montre sa bonne foi et soutient cette rencontre, le pays continue à poursuivre ses manœuvres provocatrices à l'encontre du Royaume. La délégation marocaine qui participe à ces tables rondes est conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle comprend M. Omar Hilal, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York, et les dignes représentants des fils du Sahara marocain. Ce qui caractérise la participation de la délégation marocaine, c'est la nouvelle approche adoptée par Sa Majesté le Roi, qui consiste à avoir une forte représentativité des habitants des provinces du Sud, principalement les représentants jouissant de la légitimité électorale, ceux de la région de l'Aïn Saqiya al-Hamra et de la région de Dakhla Dahab. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain a formulé l'espoir de voir la deuxième table ronde renforcer la dynamique positive de la précédente rencontre tenue en décembre dernier à Genève. C'est ce qu'indique le Bureau des Nations Unies dans une note à la presse rendue publique cet après-midi. Page internationale à présent, le vent est en train de tourner en Algérie. Au pouvoir depuis l'indépendance, le Front de Libération Nationale annonce officiellement son plein soutien au mouvement de la contestation populaire. L'annonce intervient après une longue réunion à huis clos de la direction du parti. Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent, réclamant une Algérie nouvelle et le départ de Abdelaziz Bouteflika. Une semaine après l'attaque de Christchurch qui a fait 50 morts, la Nouvelle-Zélande interdit la vente des armes semi-automatiques et des fusils d'assaut. Le pays, qui veut durcir la loi sur le port d'armes, a également annoncé un programme de rachat pour un coût estimé à 200 millions de dollars néo-zélandais, des armes déjà en circulation dans le pays qui sont estimées à plus d'1 million. Les célébrations de Nowruz, le nouvel an perse, sont tournées au drame en Afghanistan. 6 morts et une vingtaine de blessés, la plupart dans un état grave. C'est le bilan des différentes explosions perpétrées ce jeudi dans la capitale afghane Kaboul. Des attaques qui ont ciblé plusieurs civils en plein centre de la capitale. L'organisation terroriste Daesh a revendiqué toutes ces attaques. Le Conseil européen tentera ce soir d'éviter un Brexit brutal avec un no deal. À 8 jours seulement de la date butoir, Theresa May doit arracher un oui pour un report de 3 mois. Elle espère d'ici là avoir le temps de convaincre les députés britanniques de voter l'accord de sortie de l'Union européenne qu'ils ont pourtant rejeté à 2 reprises. Retour à l'actualité nationale et ouverture dans la galerie des archives du Maroc d'une exposition sur la présence chrétienne au Maroc, une présence sous le signe du vivre ensemble. Elle jette la lumière sur les valeurs de tolérance et de coexistence prônées par le royaume avec des documents très rares et présentés pour la première fois. Hamza Sayeh, Soukaina Idrissi et Iman Ablou. Des documents anciens, très rares, présentés pour la première fois au public. Tous montrent que la présence chrétienne au Maroc n'a pas débuté durant la période du protectorat, mais elle remonte bel et bien à plus loin.
Elle date en effet du IIe siècle après Jésus-Christ. Depuis, le dialogue et la coexistence entre Marocains et chrétiens en terre marocaine ne se sont jamais rompus. المغرب من البلدان القلائل في العالم اللي عنده هذا الرصيد تاريخي من التعايش وأن لم يسجل تاريخ اعتداء المغاربة على كنيسة. Le Maroc est l'un des rares pays du monde ayant une riche et dense histoire de vivre ensemble. L'histoire retient une exceptionnelle tradition de convivialité et de partage. Aucune attaque n'a visé par le passé une église ou des personnalités religieuses de confession chrétienne ou juive. Tous les lieux de culte aux quatre coins du royaume jouissent du même respect et des mêmes droits. Je pense que le monde a plus que jamais besoin de s'inspirer de ce modèle car aujourd'hui on est confronté à la percée de l'extrémisme, du terrorisme et de l'islamophobie. L'exposition jette aussi la lumière sur les relations amicales et historiques qui ont lié l'État marocain et le Vatican. En témoigne le nombre de correspondances, de missions et de visites échangées entre les deux parties depuis des siècles. Le document le plus ancien, ici présenté, remonte à l'époque almohade, où les chrétiens jouissaient de leurs droits dans le royaume, la liberté de circulation, l'observation des pratiques religieuses, la construction d'églises, le mariage ou encore la pratique de plusieurs métiers importants, la médecine, entre autres. Les relations entre le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican et le Royaume du Maroc, sont relations diplomatiques pleines et en plus très satisfaisantes. C'est-à-dire que, comme entre deux pays amis, il y a une relation qui se déroule dans l'ambiance diplomatique en plénitude et avec beaucoup de satisfaction. Cette exposition est une belle illustration de l'attachement du Maroc aux valeurs de la tolérance et de l'ouverture sur les autres religions monothéistes, le christianisme en particulier. Les relations entre le royaume et le monde chrétien sont plus vieilles qu'on le croit. L'exposition rappelle que la société marocaine est de tout temps fondée sur la coexistence, la tolérance et le respect. Une société pionnière dans les initiatives de dialogue avec les chrétiens, car basée sur l'islam modéré et l'institution de la commanderie des croyants qui garantit la liberté de culte pour l'ensemble des croyants dans une terre d'accueil par excellence. Parité en entreprise, comment capitaliser sur les acquis et dépasser les obstacles? La thématique était au centre des débats lors d'une conférence internationale tenue à Casablanca, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la parité n'est pas totalement assurée. L'événement est organisé par ONU Femmes, Mohamed Wouda et Dominique Orlando pour le commentaire. L'ensemble des femmes présentes à cette conférence sur la parité dans l'entreprise au Maroc, et singulièrement celles qui ont été invitées à prendre la parole, toutes sont des cadres de très haut niveau, ce qui signifie surtout qu'elles ont un vrai point de vue sur le sujet. Alors ce que j'ai développé, c'est qu'il y a à la fois des leviers externes et internes. Il y a quand même les leviers externes, c'est-à-dire les leviers organisationnels, la mise en place d'un aménagement du temps de travail, les quotas qui, je pense, de manière transitoire pourraient être importants aussi, mais également des leviers, ce que j'appellerais des leviers internes, qui est tout le travail sur soi, qui est aller chercher en soi, aller contacter son intériorité pour pouvoir dépasser ses croyances limitantes, pour pouvoir dépasser ses peurs et pouvoir prendre sa place, la femme, la place de la femme, avec conviction, avec détermination, mais avec sérénité aussi. C'est donc d'abord la conviction qui doit être portée au plus haut niveau des entreprises et dans ce sens, les dirigeants ont été invités à savoir prendre des décisions courageuses en faveur des femmes dont la compétence est réelle. Faire en sorte que la femme puisse être encouragée, qu'elle prenne son destin en main, parce qu'une femme n'est pas là pour être téléguidée. Il faut qu'elle fasse sa propre promotion, il faut qu'elle fasse aussi son propre réseautage à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, moi je peux vous assurer, pour avoir vécu l'expérience, nul n'est possible sans un appui fort, un sponsorship fort d'une direction générale. Des actions intentionnelles et des politiques délibérées sont donc nécessaires pour que soient mis à profit les talents, les compétences, les expériences et l'énergie des femmes. Puisque, comme le formule si bien l'Organisation des Nations Unies, pour l'entreprise aussi, l'égalité est une bonne affaire. L'eau, une denrée précieuse à laquelle un musée est entièrement consacré à Marrakech. Il s'agit du musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc, un projet historique et scientifique mettant en avant le patrimoine hydraulique du royaume à travers différentes civilisations. Amina Alam et Mounia Marouche. Une scénographie lumineuse et au fil de l'eau, nous voyageons dans ces temps anciens du Maroc profond.
une immersion dans ce patrimoine hydraulique. Un savoir-faire où les anciens ont fait preuve d'ingéniosité